Les eaux glacées de l'Atlantique Nord ont englouti de nombreux navires, mais peu d'histoires sont aussi étranges que celle de Violette Jessop. Elle a survécu à des catastrophes sur les 3 légendaires navires jumeaux de la White Star Line, l'Olympique, le Titanic et le Britannique. En 1911, elle était à bord de l'Olympique lorsqu'il est entré en collision avec le HMS Hawke. Elle a survécu. En 1912, elle a échappé au naufrage du Titanic dans un canot de sauvetage. En 1916, en tant qu'infirmière sur le Britannique, elle a survécu à son naufrage après avoir heurté une mine. Violette Jessop, Miss Insubmersible, a vécu 3 catastrophes maritimes. Sa vie, un témoignage des plus étranges caprices du destin. L'histoire de Violette nous le rappelle, l'histoire n'est pas seulement une suite de causes à effet. Telle une tapisserie, l'histoire américaine est tissée de fils cachés, des coïncidences qui façonnent les destins. Ces moments, inattendus, improbables, remettent en question notre besoin d'explications simples. Ils nous invitent à voir l'histoire comme un mystère vivant, plein d'émerveillements et de surprises. Explorons les liens cachés qui ont façonné l'histoire de l'Amérique. Qu'est-ce qu'une coïncidence? 2 événements, sans lien évident, mais dont le moment semble significatif. Nos esprits sont avides de motifs, transformant le hasard en histoire de chance ou de destin. Le destin suggère un grand dessein. La science dit que ce n'est que la probabilité à l'œuvre. Dans un monde de milliards d'individus, même les événements les plus rares se produiront. Pourtant, la tension entre la logique et l'émerveillement donne à ces histoires leur puissance. Alors que nous explorons, gardons ces 2 idées, le hasard et le destin, à l'esprit. Notre voyage commence avec la malédiction de Tippecanoe, les présidents élus les années se terminant par 0, frappés par la tragédie. Nous visiterons des champs de bataille où le destin a réuni des frères et des laboratoires où l'invention semblait destinée. De la vie de Mark Twain et de la comète de Halley à la course pour inventer le téléphone, nous verrons comment le hasard façonne les légendes. Chaque histoire est une pièce de puzzle, révélant une nation façonnée à la fois par le choix et le mystère. Bienvenue dans l'histoire cachée de l'Amérique. La présidence résonne à travers le temps. Et aucune résonance n'est plus étrange que les parallèles entre Abraham Lincoln et John F. Kennedy. Lincoln fut élu au Congrès en 1846, Kennedy en 1946. Lincoln devint président en 1860, Kennedy en 1960. Tous 2 dirigèrent des nations divisées, tous 2 furent des symboles d'espoir, tous 2 affrontèrent des crises de droits civiques. Leur vie et leur mort sont liés par une chaîne de coïncidences qui défie toute explication. Ces schémas nous invitent à nous demander: est-ce le hasard, le destin ou quelque chose de plus? L'histoire de Lincoln et Kennedy n'est que le début des étranges échos de l'Amérique. Les coïncidences s'étendent aux successeurs de Lincoln et Kennedy. Lorsque Lincoln fut assassiné, son vice-président, Andrew Johnson, un démocrate du Sud, entra en fonction. Johnson est né en 1808. Un siècle plus tard, après l'assassinat de Kennedy, Lyndon B. Johnson, également un démocrate du Sud, devint président. Lyndon B. Johnson est né en 1908. Les 2 Johnson étaient d'anciens sénateurs qui ont fait face à d'immenses défis en dirigeant une nation divisée. Les coïncidences reliant Lincoln et Kennedy deviennent plus complexes quand on examine les noms impliqués. Lincoln avait un secrétaire nommé John qui lui a conseillé de ne pas aller au théâtre. Kennedy avait un secrétaire nommé Lincoln qui l'a averti de ne pas aller à Dallas. Les noms des assassins contribuent également à cette toile d'araignée. John Wilkes Booth, né en 1838. Lee Harvey Oswald, né en 1939. Les 2 ont des noms composés de 3 parties avec 15 lettres. Nés à 101 ans d'intervalle, tous 2 ont commis leurs actes et ont été tués avant leur procès. Les assassinats de Lincoln et Kennedy offrent des parallèles troublants. Lincoln a été abattu au Ford's Theater, cherchant à échapper à son bureau. Kennedy a été assassiné dans une Lincoln Continental. Booth a fui le Ford's Theater et a été capturé dans une grange. Oswald s'est enfui et a été arrêté dans un cinéma. Les lieux semblent échangés, ajoutant du mystère à ces événements. Au-delà des noms et des lieux, des coïncidences numériques lient Lincoln et Kennedy.
Nous voyons un cycle de 100 ans dans leurs élections. 1846 et 1946 au Congrès, 1860 et 1960 à la présidence. Les deux présidents ont été abattus un vendredi, d'une balle dans la tête, par derrière, à côté de leur femme. Booth est né en 1838, Oswald en 1939. Les parallèles sont trop nombreux pour être ignorés. Sont-ils le fruit du hasard ou un schéma suggérant que l'histoire a une mémoire? Cela nous amène à nous interroger sur les fils qui tissent ensemble l'histoire américaine. Notre histoire vogue vers le vaste océan Atlantique Nord. En 1898, Morgan Robertson, un ancien marin, a publié un roman sur un paquebot britannique, le plus grand navire jamais construit, appelé le Titan. Le Titan prend le large en avril et heurte un iceberg massif. Le navire insubmersible commence à chavirer, et il n'y a pas assez de canots de sauvetage pour tout le monde à bord. Le Titan coule et l'histoire devient un récit glaçant et avertissant. Robertson avait écrit une prophétie qui se réaliserait avec une précision terrifiante 14 ans plus tard. 14 ans après le roman de Morgan Robertson, le monde a vu le RMS Titanic se préparer pour son premier voyage. C'était le plus grand navire du monde, salué comme insubmersible. Tout comme son homologue fictif, le Titan, il symbolisait le luxe. Son voyage inaugural était très attendu. Le 14 avril 1912, un iceberg a été repéré. Le Titanic a raclé l'iceberg, ouvrant des brèches. Le navire a commencé à couler. Le Titanic n'avait pas assez de canots de sauvetage. Le navire s'est brisé, emportant plus de 1500 âmes. L'histoire a choqué le monde. L'histoire fictive du Titan et la tragédie réelle du Titanic étaient presque identiques. Les coïncidences entre le Titan fictif et le Titanic réel sont stupéfiantes. Les deux navires étaient de propriété britannique et les plus grands de leur époque. Les deux étaient décrits comme insubmersibles. Les noms eux-mêmes sont un parallèle saisissant, Titan et Titanic. Les deux navires ont heurté un iceberg dans l'Atlantique Nord en avril. Les deux avaient une pénurie catastrophique de canots de sauvetage, entraînant des pertes de vie humaines horribles. L'auteur a été accusé d'être un médium, mais il a nié. L'histoire du Titanic regorge d'innombrables récits, mais celui de Frank Luck est remarquable. En tant que journaliste américain, il avait réservé un passage sur le Titanic, impatient de faire partie de son voyage inaugural. Mais un changement de dernière minute dans ses projets l'a amené à annuler son billet. Quelques jours plus tard, il a lu la nouvelle du naufrage du Titanic. Luck était sidéré. Incroyablement, 1 an plus tard, il a survécu à une autre catastrophe maritime lorsque le SS Volturno a pris feu. L'histoire de Frank Luck est une coïncidence épique. Les parallèles étranges entre le roman de Morgan Robertson et la catastrophe du Titanic nous laissent perplexes. Les sceptiques citent l'expertise maritime, tandis que d'autres soulignent un nombre étrange de coïncidences. Les noms, la longueur, le mois, l'iceberg, l'emplacement et les canaux de sauvetage. Est-ce de la synchronicité ou simplement un étrange coup du destin? Ce récit est une profonde fable de la futilité. Un rappel que des histoires incroyables peuvent être vraies. Nous nous tournons vers le cœur chaotique du conflit humain, le champ de bataille. La guerre est un domaine de hasard et de confusion, le brouillard de la guerre. Les coïncidences militaires tournent souvent autour de la famille. La guerre de sécession a opposé frères contre frères. Nous voyageons à Gettysburg, où l'une des coïncidences familiales les plus incroyables a eu lieu. C'est l'histoire de 2 frères, séparés par la guerre, dont les chemins se sont croisés d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Leur histoire est un témoignage des liens invisibles qui nous unissent, même dans la division et la destruction. L'histoire commence dans la région rurale de l'ouest de l'État de New York. À Portage, la famille Corbin vivait simplement, mais la nation se fracturait. 3 fils partirent à la guerre, divisés par leur loyauté. Wesley rejoignit l'armée confédérée. Almanzo, loyal à l'Union, s'engagea dans l'armée de l'Union. La famille Corbin était tragiquement divisée. Les frères étaient maintenant sur une trajectoire de collision. À l'été 1863, l'armée confédérée envahit le nord. Wesley marcha vers le nord avec Lee.
Almanzo se déplaça pour les intercepter. Leurs chemins convergèrent à Gettysburg. La bataille de Gettysburg a commencé le 1er juillet 1863. Ce fut un affrontement brutal et chaotique qui a fini par impliquer plus de 160 000 soldats. Le deuxième jour de la bataille, les combats se sont intensifiés. Les forces de l'Union, y compris l'unité d'Almanzo Corbin, ont pris des positions défensives sur une crête connue sous le nom de Cemetery Hill. C'était un point stratégique crucial qui offrait une vue dominante sur les champs environnants. Les hommes se sont retranchés, se préparant à l'inévitable assaut confédéré. Almanzo, comme des milliers d'autres, attendait avec un mélange de peur et de détermination, ignorant l'incroyable coïncidence qui était sur le point de se produire juste devant lui. Alors que l'après-midi avançait, l'artillerie confédérée a commencé un bombardement massif pour affaiblir les lignes de l'Union. Parmi les équipages de canons tirant sur Cemetery Hill se trouvait l'unité de Wesley Corbin. De sa position, Wesley a aidé à charger et à tirer son canon, envoyant des obus sifflants vers les soldats de l'Union retranchés sur la crête. Il tirait sur un ennemi anonyme, une ligne de tunique bleue sur une colline lointaine. Il n'avait aucun moyen de savoir que son propre frère, Almanzo, était parmi les hommes qui s'abritaient du barrage mortel. Les obus de fer que Wesley envoyait voler à travers le champ visaient directement la position occupée par son frère. Pendant une accalmie dans les tirs de canon, un soldat confédéré blessé a été trouvé gisant dans le No Man's Land entre les deux armées. Il avait été touché par les tirs de l'Union et était incapable de regagner ses propres lignes. En voyant l'homme blessé, Almanzo Corbin et certains de ses camarades ont décidé de risquer leur propre vie. Ils ont quitté la sécurité relative de leur position et sont allés chercher le soldat ennemi blessé pour des soins médicaux. C'était un acte de compassion au milieu d'une violence inimaginable. Alors qu'ils ramenaient le confédéré blessé vers leur ligne, Almanzo a remarqué quelque chose de familier chez lui. Il a regardé de plus près le visage de l'homme. Dans un moment qui défie l'entendement, Almanzo a reconnu le soldat blessé. C'était son frère, Wesley. Il était inconscient, gravement blessé à la jambe. Au cœur de la bataille la plus féroce de la guerre civile, au milieu de la fumée et des cris de milliers d'hommes, deux frères de Portage, New York, s'étaient retrouvés. L'un, un soldat de l'Union, venait de sauver l'autre, un confédéré, d'une mort certaine sur le champ de bataille. Les chances d'une telle rencontre étaient astronomiquement faibles. C'était une coïncidence sur 1 million, un moment de réunion impossible qui a traversé la haine et la division de la guerre, révélant le lien incassable de la famille. L'histoire des frères Corbin à Gettysburg est un récit d'une incroyable coïncidence, mais la guerre a réservé plus de tragédies à leur famille. Bien qu'Almanzo ait retrouvé et sauvé Wesley, leur histoire était loin d'être terminée. Wesley a été emmené dans un hôpital de campagne de l'Union où sa jambe a dû être amputée. Il a survécu à l'opération et est devenu prisonnier de guerre. Almanzo, son devoir accompli, est retourné à son unité. La bataille a fait rage pendant 1 jour de plus avant que l'armée confédérée ne soit finalement vaincue et forcée de battre en retraite. L'Union avait remporté une victoire décisive, mais le coût en vies humaines était stupéfiant. Pour la famille Corbin, le tribut de la guerre commençait tout juste à être compté. À l'insu d'Almanzo, son autre frère, James, qui s'était également enrôlé dans l'armée de l'Union, combattait dans une autre partie du pays. James servait sur le théâtre occidental de la guerre. Quelques mois seulement après les retrouvailles dramatiques de Gettysburg, James Corbin a été tué au combat. La nouvelle est finalement parvenue à la famille à New York, une autre perte déchirante dans une guerre qui semblait tout engloutir. Un fils était un prisonnier blessé, un autre était mort, et le troisième, Almanzo, continuait de se battre. La famille était lentement déchirée par le conflit qui avait divisé la nation. Almanzo a continué à servir dans l'armée de l'Union pendant près de 2 ans. Il a combattu dans plusieurs autres campagnes majeures, y compris la brutale campagne de l'Overland et le siège de Petersburg. Il a réussi d'une manière ou d'une autre à survivre aux combats incessants qui ont coûté la vie à tant de ses camarades. Il faisait partie des chanceux, un soldat qui a enduré la guerre de ses débuts à sa conclusion finale et sanglante.
Lorsque le général Lee s'est finalement rendu en avril 1865, mettant fin à la guerre, Almanzo était là. Il avait survécu. Il pouvait enfin rentrer chez lui. Après la guerre, les frères survivants sont retournés à leur vie. Wesley, le soldat confédéré, s'est finalement remis de ses blessures et a été libéré. Il est rentré chez lui à New York, marqué à jamais par son passage à la guerre. Almanzo est également rentré, un vétéran qui avait été témoin à la fois du pire de l'humanité et d'un moment de retrouvailles incroyable, dicté par le destin. Il avait sauvé son propre frère d'un champ de bataille. L'histoire de ce qui s'est passé sur Cemetery Hill est devenue une légende locale, un témoignage des voies étranges et imprévisibles par lesquelles les liens familiaux peuvent perdurer même dans les circonstances les plus impossibles. Leur histoire est un microcosme de la guerre de sécession elle-même, une histoire de division, de tragédie et finalement d'un lien qui ne pouvait être brisé. Le phénomène des soldats d'une même famille se rencontrant dans le chaos de la guerre ne s'est pas arrêté avec la guerre de sécession. À mesure que le rôle militaire de l'Amérique s'étendait à l'échelle mondiale, les théâtres de guerre s'agrandissaient, rendant de telles coïncidences encore plus improbables. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des millions d'Américains ont été envoyés combattre en Europe, en Afrique et dans le Pacifique. Les chances que deux frères, servant dans des branches différentes de l'armée, se croisent sur un continent étranger étaient incroyablement minces. Pourtant, les histoires de cette époque témoignent aussi des étranges rouages du destin, comme le récit des trois frères Rogers de l'État de Washington. Les trois frères, John, Skippy et Pete Rogers, se sont tous enrôlés pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont retrouvés dans différentes branches, l'un dans l'armée de terre, l'un dans la marine et l'un dans les marines. En 1943, par un remarquable coup du destin, tous les trois se sont retrouvés stationnés en Afrique du Nord. Ignorant la présence de l'autre, ils étaient tous impliqués dans la campagne alliée là-bas. Un jour, Skippy, le Marine, marchait dans la ville de Casablanca quand il a aperçu un visage familier dans une foule de soldats. C'était son frère, Pete, le soldat. Les deux étaient fous de joie, se retrouvant après avoir été séparés par la guerre pendant si longtemps. La réunion est devenue encore plus incroyable. Alors que les deux frères parlaient, ils ont mentionné leur troisième frère, John, le marin. Ils se demandaient où il était, supposant qu'il se trouvait quelque part sur un navire dans le vaste Atlantique ou la Méditerranée. À ce moment-là, un officier de marine est passé, a surpris leur conversation et s'est arrêté. Il leur a demandé le nom de leur frère et de son navire. Quand ils le lui ont dit, l'officier a souri et a dit « Je le connais. Son navire vient d'arriver au port ce matin. » Il leur a donné les directions pour le port. En quelques heures, les trois frères Rogers étaient réunis à Casablanca, une ville à des milliers de kilomètres de chez eux. Une rencontre rendue possible par une suite de pures coïncidences incroyables. Ces histoires, des champs de Gettysburg aux rues de Casablanca, sont plus que de simples curiosités historiques. Elles sont de puissants rappels de l'élément humain qui est souvent perdu dans le grand récit de la guerre. Elles nous montrent que derrière les statistiques des batailles et les mouvements des armées, il y a des vies individuelles, gouvernées par les mêmes forces d'amour, de famille et de hasard qui façonnent les nôtres. Ces moments de retrouvailles impossibles sont de petits miracles de connexion dans un monde déchiré par les conflits. Elles sont la preuve que même dans le plus épais brouillard de la guerre, les liens qui nous unissent peuvent parfois, contre toute attente, nous ramener les uns aux autres. Notre voyage nous mène à l'intensité du laboratoire. L'esprit d'invention est profondément ancré dans la nation. Cet acte explore la course à la création du téléphone. C'est l'histoire de deux hommes et d'un moment débattu depuis plus d'un siècle. L'idée d'envoyer la voix humaine sur un fil était le grand défi. C'était le saint Graal des inventeurs. Quiconque pourrait résoudre cette énigme changerait fondamentalement la communication. À l'avant-garde de cette course se trouvaient Alexander Graham Bell et Elisha Gray. C'était un sprint à enjeu élevé vers le bureau des brevets des États-Unis. La scène était prête pour une arrivée photodramatique.
Les deux hommes au centre de cette course inventive, Alexander Graham Bell et Elisha Gray, n'auraient pas pu être plus différents dans leur parcours et leurs approches. Bell était un idéaliste, un éducateur dont la passion première était d'aider les sourds. Son travail sur le téléphone est né de ses tentatives de créer un télégraphe harmonique, un appareil capable d'envoyer plusieurs messages télégraphiques sur un seul fil en utilisant différentes tonalités musicales. C'était un homme animé par une profonde fascination pour la mécanique du son et de la parole. Son laboratoire à Boston était un lieu de curiosité académique, financé par les pères de deux de ses élèves sourds. Il était, à bien des égards, un étranger au monde établi des inventeurs professionnels. Elisha Gray, d'autre part, était un professionnel accompli. Il était un pilier de la communauté américaine des inventeurs, avec des dizaines de brevets à son actif, principalement pour des appareils liés au télégraphe. Il avait cofondé la Western Electric Manufacturing Company, un fournisseur majeur d'équipements télégraphiques. Pour Gray, inventer n'était pas seulement une passion, c'était son métier. Il a abordé le problème du téléphone d'un point de vue pratique et axé sur l'ingénierie. Il était méthodique et expérimenté, travaillant avec une équipe dans un laboratoire bien équipé à Chicago. C'était l'initié, l'expert établi qui semblait parfaitement positionné pour remporter ce prix technologique. Leur personnalité contrastait également fortement. Bell était connu pour son éthique de travail passionnée, presque obsessionnelle. Il travaillait souvent toute la nuit, porté par des éclairs de lucidité et une vision romantique du potentiel de son invention. Il était autant un artiste qu'un scientifique. Gray était plus mesuré et délibéré. C'était un Quaker respecté, connu pour son travail minutieux et précis. Il documentait ses expériences avec précision, s'appuyant sur ses vastes connaissances en génie électrique. Alors que Bell rêvait des possibilités de transmission de la parole humaine, Gray résolvait systématiquement les défis techniques nécessaires pour en faire une réalité commerciale. Malgré leurs différences, les deux hommes sont arrivés à une solution similaire presque au même moment. La clé était d'utiliser un transmetteur à résistance variable, un appareil capable de transformer les vibrations des ondes sonores en un courant électrique continu et fluctuant. Bell a esquissé son idée dans ses notes. Gray a construit un prototype fonctionnel et l'a documenté dans une demande de brevet formel. Tous deux avaient trouvé le secret. La découverte indépendante du même principe par deux esprits différents, travaillant dans des villes différentes, est un exemple classique de découverte multiple en science. Cela suggère que lorsque le moment est propice à une idée, elle peut émerger à plusieurs endroits à la fois. Mais dans la course au brevet, il ne pouvait y avoir qu'un seul vainqueur. L'histoire du téléphone atteint son paroxysme le 14 février 1876. Un avocat d'Alexander Graham Bell a déposé une demande de brevet. La demande décrivait le concept de fonctionnement de l'appareil. Quelques heures plus tard, Elisha Gray est arrivé au bureau des brevets. Il a déposé une mise en garde de brevet, un avis déclarant qu'il était sur le point de perfectionner l'invention. La coïncidence est presque incroyable. Les dépôts ont eu lieu à quelques heures d'intervalle. La demande de Bell a été reçue en premier. Cela a déclenché un âpre litige de brevets et a déterminé qui serait considéré comme le père du téléphone. Les suites du 14 février ont préparé le terrain pour une bataille juridique. Le bureau des brevets avait une décision à prendre. Ils ont informé Gray du conflit avec la demande de Bell. Gray a choisi de ne pas poursuivre l'affaire agressivement au début. Le 7 mars 1876, le brevet des États-Unis numéro 174 465 a été officiellement accordé à Alexander Graham Bell. Ce fait deviendra un point central de discorde dans les batailles juridiques qui ont suivi. La controverse a éclaté. Elisha Gray a lancé une action en justice contre Bell. La lutte juridique s'est prolongée pendant plus d'une décennie. La Cour suprême a finalement donné raison à Bell, mais le débat n'a jamais vraiment pris fin. L'histoire reste un exemple frappant de la façon dont une coïncidence de timing peut créer un héritage de doutes et de controverses qui durent des générations. L'histoire de Bell et Gray soulève une question fascinante. Les grandes idées sont-elles des produits de leur temps, prêtes à être découvertes? Le fait que deux hommes aient indépendamment trouvé la solution suggère que c'est le cas.
C'était un drame humain se déroulant sur un courant historique plus vaste. L'histoire est remplie d'histoires similaires. Ce sont des preuves solides que le progrès scientifique avance souvent sur un large front. L'héritage de la coïncidence Bell-Gray est complexe. Bell est célébré, mais l'histoire laisse un sentiment d'injustice. Elisha Gray est largement oublié. Cela montre que l'histoire n'est pas toujours un récit simple et ordonné. Notre exploration des coïncidences les plus étranges de l'Amérique s'étend à la culture et à la politique. La vie de figures célèbres s'aligne parfois avec des forces qui semblent venir d'au-delà de notre monde. Nous commençons avec Mark Twain. Sa vie était aussi colorée que celle de n'importe lequel de ses personnages fictifs. Son début et sa fin furent marqués par une coïncidence si parfaite qu'elle semble écrite dans les étoiles. À la naissance de Samuel Clemens, la comète de Halley illuminait le ciel nocturne. Twain a grandi fasciné par la science, et particulièrement par l'astronomie. Il voyait la comète comme un étrange marqueur personnel. Il ne savait pas que la comète était déjà en route pour un dernier rendez-vous avec lui. Au début du XXe siècle, Mark Twain était une célébrité mondiale, bien que ses dernières années aient été marquées par la tragédie et la dépression. Il parlait ouvertement de son lien avec la comète de Halley. « Je suis venu avec la comète de Halley en 1835, a-t-il dit à son biographe. Je m'attends à partir avec elle. L'univers a tenu le rendez-vous. Alors que la comète devenait visible, la santé de Twain déclinait. Le 21 avril 1910, il mourut, accomplissant sa prophétie. Cela reste une coïncidence étonnante, scellant à jamais la légende de Mark Twain. Un sombre schéma hante la plus haute fonction des États-Unis, la malédiction de Tippecanoe, aussi connue sous le nom de malédiction de l'année zéro. Pendant 120 ans, chaque président élu une année se terminant par 0, de 1840 à 1960, est décédé en fonction. Tout a commencé avec William Henry Harrison, élu en 1840. Sa campagne faisait référence à sa victoire à la bataille de Tippecanoe. La légende dit que le frère de Tecumseh a maudit Harrison et les futurs présidents élus par cycle de 20 ans. Après un long et froid discours inaugural, il est décédé d'une pneumonie 1 mois après son entrée en fonction. 20 ans plus tard, Abraham Lincoln a été élu en 1860. Il a été assassiné en 1865. Le schéma était maintenant de 2 sur 2. L'étrange série de la malédiction de l'année zéro a continué. James Garfield, élu en 1880, a été abattu quelques mois après le début de son mandat. En 1900, William McKinley a été assassiné en 1901. Warren Harding, élu en 1920, est décédé en fonction. Franklin D. Roosevelt, 1940, est décédé quelques mois après le début de son 4e mandat. John F. Kennedy, élu en 1960, a été assassiné. Ronald Reagan, en 1980, a survécu à une tentative d'assassinat, brisant apparemment la malédiction. La malédiction de Tippecanoe reste une légende troublante dans l'histoire politique américaine. Tout au long de ce voyage, nous avons découvert des moments qui scintillent d'étrangeté. Nous avons vu des échos entre Lincoln et Kennedy, et la catastrophe du Titanic reflétant un roman oublié. Ces histoires suggèrent que l'histoire est une chambre d'écho. Les idées et les schémas résonnent à travers le temps, réapparaissant avec une familiarité étrange. Ce sont des rimes historiques, des moments où le passé murmure au présent. Ces thèmes récurrents créent l'architecture invisible de notre histoire partagée. Étudier ces coïncidences, c'est écouter les échos de notre passé. Le passé est toujours avec nous, résonnant de manières inattendues. Alors que nous passons au crible ces histoires incroyables, nous devons également tourner le regard vers nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous si captivés par ces coïncidences ? Qu'est-ce que ces moments d'alignement improbables ont de si particulier pour qu'ils s'emparent de notre imagination et nous remplissent d'un sentiment d'émerveillement ? La réponse se trouve au plus profond de la psyché humaine. Nos cerveaux sont, avant tout, des machines à reconnaître les modèles. Dès notre naissance, nous cherchons à donner un sens au monde en trouvant des connexions, en identifiant des séquences et en créant de l'ordre à partir du flot incessant d'informations qui nous entourent. Cet instinct
est un outil fondamental pour la survie, nous permettant d'apprendre, de prédire et de naviguer dans une réalité complexe. Lorsque nous rencontrons une série d'événements comme les parallèles Lincoln-Kennedy ou la malédiction de Tippecanoe, notre instinct de recherche de modèles s'emballe. Nous ne pouvons pas nous empêcher de relier les points. La nature aléatoire et chaotique de l'histoire semble soudain s'organiser en un dessin significatif. Ce processus est profondément satisfaisant. Il procure un sentiment de confort et de contrôle dans un univers qui peut souvent sembler aléatoire et dénué de sens. En voyant un modèle, nous imposons une histoire aux événements. Les assassinats de présidents ne sont plus de simples tragédies isolées. Ils deviennent partie d'un récit plus vaste et plus mystérieux, une malédiction ou un destin, ce qui semble plus significatif que le simple hasard. Ce besoin de récit est ce qui nous sépare des simples processeurs de données. Nous ne nous contentons pas de noter l'improbabilité statistique de deux inventeurs déposant le même brevet le même jour. Nous voulons savoir ce que cela signifie. Nous tissons une histoire de rivalité, de génie et de destin. Nous transformons la coïncidence en un drame. C'est l'essence même de notre compréhension de l'histoire. Nous ne sommes pas seulement des archivistes de faits, nous sommes des conteurs. Ces coïncidences incroyables fournissent la matière première la plus fascinante pour nos histoires, nous permettant d'explorer les grands thèmes du destin, de la prédestination, de l'ironie et des forces mystérieuses qui peuvent façonner nos vies. Cependant, nous devons aussi être humbles dans notre recherche de modèles. Notre désir de voir des liens peut parfois nous égarer. Nous pouvons trouver un sens là où il n'y en a pas, un phénomène connu sous le nom d'apophénie. Le défi, alors, est de concilier deux idées à la fois. Nous pouvons embrasser l'émerveillement et l'admiration qu'inspirent ces coïncidences, nous laissant captiver par l'histoire. En même temps, nous pouvons maintenir un sain scepticisme, reconnaissant le rôle du pur hasard et les biais de nos propres esprits en quête de modèles. C'est dans cet espace équilibré entre l'émerveillement et la raison que l'on peut trouver une véritable appréciation de ces mystères historiques. Les coïncidences incroyables résultent-elles du simple hasard, du destin, d'un dessein caché ou d'un script cosmique? Les histoires que nous avons explorées offrent des preuves solides pour les deux côtés, nous laissant songeurs. Le hasard est ancré dans la logique. Le destin parle à une intuition humaine plus profonde. Peut-être le hasard fournit-il la matière première, tandis que notre conscience l'organise en un schéma fatidique. Le monde peut être à la fois aléatoire et plein de sens. Alors que nous concluons notre voyage, nous sommes laissés avec une appréciation renouvelée de la complexité et du mystère de l'histoire américaine. L'histoire de la nation n'est pas un récit unique et monolithique écrit par de grands hommes prenant des décisions délibérées. C'est une vaste et complexe mosaïque composée d'innombrables petites pièces. Certaines de ces pièces sont les grands événements bien connus qui définissent nos manuels. Mais d'autres sont ces étranges coïncidences chatoyantes qui se trouvent dans les recoins cachés de notre passé. Ce sont les moments de connexion impossibles qui nous rappellent que l'histoire américaine est plus sauvage, plus étrange et plus imprévisible que nous ne l'imaginons souvent. Ces récits de coïncidence ne changent pas les faits fondamentaux de l'histoire, mais ils changent la façon dont nous nous sentons à son égard. Elles transmettent au passé un sentiment d'émerveillement et d'enchantement. Elles nous encouragent à regarder notre propre histoire, non pas comme un ensemble de faits achevés et poussiéreux, mais comme une entité vivante, pleine de surprises et de secrets qui attendent d'être découverts. Elles nous montrent que les liens qui nous relient à notre passé ne sont pas toujours de simples lignes d'héritage ou de politique, mais peuvent aussi être des lignes invisibles de hasard, d'ironie et de destin. Cela rend notre connexion à l'histoire plus personnelle et plus profonde. Les histoires de Lincoln et Kennedy, du Titanic, des frères Corbin et de Mark Twain font maintenant partie de notre propre histoire. Elles nous rappellent que nous aussi, nous vivons dans un monde de connexions invisibles et de chances improbables. Nous faisons tous partie d'un grand récit qui se déroule. Et nous ne savons pas quelles étranges coïncidences nos propres vies pourraient nous réserver. Ces récits historiques nous offrent une nouvelle lentille
à travers laquelle voir nos propres expériences, nous encourageant à prêter plus d'attention aux petites synchronicités et aux coups de chance qui façonnent nos propres chemins. Elle relie nos histoires personnelles à la plus grande et épique histoire de la nation. En fin de compte, les États-Unis sont une nation fondée sur une idée improbable. L'idée qu'un groupe diversifié de personnes puisse se gouverner et créer une république durable était, en soi, un pari risqué. Il est peut-être donc approprié que son histoire soit si pleine de moments improbables. Ces coïncidences ne sont pas de simples notes de bas de page ou des anecdotes. Elles sont le reflet du caractère de la nation. Elles témoignent d'une histoire qui a été façonnée autant par l'accident que par la conception, autant par le mystère que par l'intention. L'histoire américaine est encore en cours d'écriture, et si le passé est un guide, elle continuera d'être remplie de coïncidences incroyables qui nous laisseront secouer la tête avec admiration et émerveillement.